On va débuter si vous le voulez bien. Rebonjour à toutes et tous. Et merci d'être là pour cette table ronde conclusive des rencontres internationales de la gestion publique. Une journée qui fut déjà bien dense et absolument passionnante. On remercie le public encore en présence. Pour cette table ronde conclusive, évidemment, on ne compte plus les conférences qui se sont intéressées aux politiques publiques de relance et plus généralement à ce que la crise sanitaire a mis à nu des failles et des forces de nos économies. Mais finalement, peu de conférences se sont intéressées à l'organisation concrète et matérielle de ces politiques, aux formes de coordination spécifiques qui ont été mobilisées entre les différents acteurs publics impliqués pour concevoir et mettre en œuvre les plans de relance, ou aux canaux de décision qui ont été activés pour répondre à la crise. Autrement dit, s'il est évidemment légitime de questionner le contenu des politiques publiques mises en œuvre pour contrer la crise sanitaire et ses effets socio-économiques, il l'est tout autant de se pencher sur les manières différentes dont gouvernement et administration, partout dans le monde, se sont organisés pour les rendre effectives. Partant, c'est aussi, nous semble-t-il, l'occasion d'imaginer et de se projeter vers l'avenir pour se demander quel type de ministère économique et financier ressortira de cette crise sans précédent. Pour se confronter à ces enjeux, nous avons l'honneur d'accueillir trois personnalités de prime importance dans leurs champs respectifs et que je m'empresse évidemment de vous présenter. Madame Gower, bonjour. Vous intervenez depuis Bruxelles. Vous avez quasiment réalisé toute votre carrière au sein des instances européennes. Vous avez occupé différents postes dans différentes directions générales. Vous êtes aujourd'hui la directrice générale de la Task Force de la Commission européenne sur le redressement et la résilience, aussi connue sous le nom de Recover, en charge de coordonner le soutien apporté aux États membres dans l'élaboration de leur plan de relance, de dialoguer avec ceux-ci afin que ces plans respectent les exigences réglementaires, de suivre la mise en œuvre de ces plans et de coordonner le semestre européen. Votre agenda est donc particulièrement chargé et on vous remercie de nous accorder un petit peu de temps pour cette table ronde. Geert Boeckert, bonjour. Vous êtes professeur de management public au Public Governance Institute de l'université de KU Leuven. Vos travaux à la renommée internationale sont profondément comparatifs et portent sur la comparaison des réformes publiques, des systèmes de pilotage et de performance dans le secteur public, ainsi que de la gestion des finances publiques. Vous êtes l'auteur de multiples ouvrages qui ont fait date, notamment Public Management Reform, a Comparative Analysis en 2017, Performance Management in the Public Sector en 2015 ou Managing Performance International Comparisons en 2008. Merci de nous rejoindre également de Belgique. Et enfin, j'ai l'honneur d'être accompagné sur scène par Emmanuel Moulin. Emmanuel Moulin, vous êtes directeur général du Trésor depuis octobre 2020 et donc être évidemment au cœur de la machine de ces plans de relance. Vous avez une carrière extrêmement riche. Vous avez débuté, je crois, dans les années 90 au sein justement de cette direction générale du Trésor avant d'être, entre autres, administrateur de la Banque mondiale à Washington, secrétaire général du Club de Paris, être passé par le groupe bancaire Citizen Group, avoir été directeur adjoint du cabinet de la ministre de l'économie et des finances, puis avoir rejoint la présidence de la République en tant que conseiller économique. Vous êtes ensuite reparti dans le privé au sein du groupe Eurotunnel et avez été directeur général de la banque d'affaires Mediobanca avant de rejoindre en 2017 le cabinet de Bruno Le Maire, actuel ministre de l'économie et des finances et de la relance, jusqu'à votre retour l'année dernière à la tête de la direction générale du Trésor. Peut-être une question finalement assez générale pour débuter cette table ronde que j'adresserai à Geert Boeckert s'il le veut bien. Vous avez récemment fait paraître, vous êtes co-auteur d'un article sur les différents modes de gestion qui ont émergé lors de la crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez
nous indiquer à grands traits les différences entre pays concernant justement ce management public de la crise sanitaire. Oui, merci. Donc, je vais parler en anglais si vous me permettez. Donc, I think first of all, the handling of the COVID pandemic has been a complex, varied way and has differed between countries and has changed over time because there has been a learning curve how to handle this crisis. I think if we look at a comparative way, you also see a quite different approach in centralized countries and in federal countries in Europe. It's also clear that the starting position of the countries was very important. In some countries, there have been very tough savings in the health systems, and in others, it was a different story, and that has affected the capacity of health systems and has affected the way that the pandemic was approached. And another element was experience with past crisis. We see, like in Germany with the floodings, in Belgium and Italy with terrorism, in France too with terrorism, of course, with some flu pandemics. All these experiences have been recycled in different ways in the different countries. And so the patterns to be alert, to be alerted, to have monitoring systems and crisis plans who are hands-on is very different, even in our very sophisticated Western countries. And the last point of difference is that different countries have actually used the crisis for unpandemic issues, like for elections, for example. There have been elections in Germany. Japan had the Olympic Games. It affected the way to handle the crisis. This Brexit in the UK, that was actually combined. So it was not just a pandemic, it was combined sometimes with other issues, political issues. And in some countries, the question was, how can we improve as a political party, as a government, our position in the political arena, which will have a post-COVID period. What we do see is also, even in the European scenery, the combination of corona and nationalism, which we have coined coronationalism. Coronationalism is a very clear concept where initially the countries were actually very nationalistic in even exchanging materials with one another. I think the European Union has significantly affected that and actually has pushed for solidarity. And so from that point of view, I think the issue of the vaccines, the shared issue of the vaccines and the relaunch, which has been a very European agenda, has brought the countries together. Over to you, Paris. Merci beaucoup. Et Emmanuel Moulin, est-ce que vous partagez justement cette analyse d'une progression d'une approche nationale vers une approche européenne au cours de la crise? Alors, je pense qu'il faut distinguer la réponse sanitaire, qui est effectivement assez variable selon les organisations administratives des pays et selon leur expérience. Certains pays ont connu des pandémies, les pays asiatiques ont connu le SARS, des pays de la péninsule arabique qui ont connu le MERS et qui étaient peut-être mieux préparés que, par exemple, les pays européens qui n'avaient jamais dû faire face à ce type de pandémie. En revanche, au niveau de la réponse économique, je pense qu'il y a eu une très grande cohérence des réponses qui ont été faites dans les pays européens. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a beaucoup tiré les leçons de la crise de 2008. Et au niveau économique, on a été capable de mettre en place les instruments nécessaires pour répondre très rapidement à la crise sanitaire en utilisant une partie des instruments que nous avions mis en place, comme par exemple des garanties. À l'époque de 2008, on a fait des garanties pour le financement des banques. Là, on a fait des garanties pour le financement des entreprises. On a mis en place des systèmes très généreux d'activité partielle. C'était ce qui nous avait manqué d'ailleurs en France
en 2008. L'Allemagne avait mis un dispositif en 2008 d'activité partielle que nous n'avions pas mis en place, et donc on avait eu un ressaut du chômage beaucoup plus élevé. Et donc c'est un des enseignements que nous avons pris de la crise. Et puis tous les dispositifs de soutien aux entreprises, les dispositifs d'exemption, d'exonération de charges sociales. Et puis on a eu aussi une réponse européenne rapide, beaucoup plus rapide qu'en 2008, où là on a tiré les leçons, je crois, de la crise de 2008, où l'Europe a été très présente, très vite au sein de la crise. Dès avril, dès le mois de mars, déjà, nous avons une réponse de la BCE qui est massive, alors même qu'elle avait été attendue en 2008 pendant plusieurs années. On a eu, dès avril, une réponse avec la mise en place de Schur, la mise en place des garanties de la BEI, la mise en place d'une facilité du MES. Et puis, évidemment, on a eu je dirais, le saut quantique de la facilité pour la relance et la résilience, avec un endettement commun, qui est, je crois, une innovation majeure au niveau européen. Et l'Europe a été beaucoup critiquée dans la gestion de la crise. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'avec la reprise, elle a bénéficié d'une reprise forte, et donc on voit que la réponse économique a été la bonne. Et puis nous sommes le continent qui aujourd'hui est parmi les plus vaccinés, parce que aussi l'Europe a été capable de mettre en place un système commun de vaccination. Il est clair que si nous n'avions pas eu l'Europe, certains pays s'en seraient sortis, mais pas les autres. Madame Gower, est-ce que c'est également un constat que vous partagez d'une rapidité de la réponse européenne, au moins au niveau économique ? Absolument, et je suis en total accord avec ce qu'Emmanuel vient d'exposer. Ce qui a été caractéristique au début de cette crise a été le côté multidisciplinaire de la crise. On a eu, et dans la gestion de la crise, on en parlera sur l'organisation pratique, c'est vraiment ce qui nous a frappé. On avait des questions de mobilité, des questions de mobilité des personnes, des questions de mobilité des biens, avec des fermetures de frontières quasiment immédiates, parce que chaque État membre a essayé de protéger ses citoyens un petit peu en panique au début, mais aussi des questions sanitaires très 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 fortes, des questions d'approvisionnement et des questions économiques qui ont été, comme le rappelait Emmanuel, tout de suite au cœur des préoccupations. Donc ça, c'était sur le côté multidisciplinaire, et aussi sur le côté des niveaux de décision. Rechter parlait des questions des États fédéraux par rapport aux États centralisés, et on a eu en fait sur les trois niveaux, niveau européen, niveau national et niveau régional, des problématiques très différentes de celles qu'on a d'habitude, et qui cassaient complètement les lignes de répartition des compétences entre ces différents niveaux. Et c'est pour ça que la réponse qu'on a vue, en tout cas au niveau européen et certainement au niveau national aussi, a dû faire place à un nouveau type de coordination et à une intervention en dehors des clous, en dehors de ce dont ce à quoi on était habitué, pour faire face à cette crise sans précédent. Et les vaccins dont parlait Emmanuel sont un très très bon exemple. Je me souviens très bien du moment où on a compris, où la présidente a compris on allait avoir un problème avec les vaccins, et nous a dit et m'a dit, trouver une solution. On sait que c'est pas du tout ce que fait normalement l'Europe. On sait qu'on n'a pas les compétences. On sait que on est totalement en dehors d'un système traditionnel de gestion où la santé publique, honnêtement, au niveau européen, était un tout petit portefeuille avec uniquement de la coordination très très souple des activités nationales. Et là, on nous a dit, trouver une solution. Il faut que tout le monde ait des vaccins. On ne pourra pas sortir de cette crise sans soigner, enfin sans vacciner l'ensemble de la population. Et ça a été, je crois, on a dû faire preuve de pas mal de créativité avec les États membres, parce que certains étaient déjà bien avancés dans leur réflexion, d'autres étaient nulle part, et ça a permis effectivement à tout le monde d'avoir accès très rapidement à des vaccins. Et même chose dans beaucoup de domaines, comme les certificats digitaux pour le voyage, pour l'approvisionnement et l'approvisionnement en urgence, et le soutien aussi transfrontière en urgence d'un pays à l'autre. Tout ceci était totalement en dehors des partages de compétences habituels, mais je crois que l'Europe a montré qu'elle était capable d'improviser et d'avoir une coordination différente de ce dont on avait l'habitude. Sur le plan économique, même chose. On a eu dans les semaines qui ont suivi la déclaration d'état de pandémie, une flexibilisation sans précédent des règles budgétaires, des règles d'aide d'État, et
aussi de tout l'argent finalement qui restait disponible dans les fonds structurels ou dans tous les coins du budget européen pour permettre de soutenir les États membres dans leur réponse. Et ça a permis la gestion de crise immédiate avant qu'on passe à l'étape sur laquelle on va revenir de la gestion du plan de relance même. Donc vraiment une réponse sans précédent à une problématique tout à fait nouvelle. Merci. Alors, si je peux me permettre de rebondir et de vous réinterroger, est-ce que vous pouvez on a l'impression du coup dans ce que vous dites qu'il y a une forme de bricolage où les solutions ont été bricolées un petit peu face à l'imprévu, ce qui a été le cas évidemment un peu partout dans nos économies. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets justement de ce bricolage où vous êtes sorti un petit peu des arènes dans lesquelles où il y a la négociation entre les États membres se fait? Comment ça s'est passé concrètement? Qu'est-ce que vous avez dû activer comme levier qui n'existait pas? Est-ce qu'il y a eu d'autres arènes qui ont été mobilisées? Voilà, comment ça s'est passé concrètement cette coordination aussi rapide et malgré tout un petit peu imprévue, évidemment? Merci. Je vais vous parler de l'exemple des vaccins parce que ça me semble, donc c'est un cas dont je me suis occupée personnellement, donc je suis relativement bien placée pour le faire. Et parce que vous parlez de bricolage, c'est parfois un petit peu péjoratif, mais je crois que c'était un assez bon exemple. Sur les vaccins, on n'avait pas. Non, je sais bien. C'est pour ça que je le reprends avec plaisir. Sur les vaccins, c'est traditionnellement les États membres qui sont en charge de l'approvisionnement des vaccins. On a la possibilité de conclure sur des procédures normalement très longues et assez complexes, des contrats d'approvisionnement communs, mais qui ne sont pas soumis ni à une négociation commune avec les entreprises pharmaceutiques, ni à un financement commun. Et ce qu'on a fait ici, c'est d'avoir d'abord d'identifier les entreprises avec lesquelles il était opportun de négocier et de rassembler les États membres en créant une structure totalement ad hoc, qui était une sorte de comité de suivi où chaque État membre qui le souhaitait, tout était évidemment volontaire puisque c'était une compétence qui n'était pas précisément européenne. Donc de donner à chaque État membre qui le souhaitait la possibilité de rejoindre ce travail en commun, de suivre en commun avec un mécanisme d'équipe rapprochée où étaient les États les plus expérimentés qui le souhaitaient et un forum commun impliquant tous les États membres pour le suivi, l'information et l'approbation. Et toute la négociation des contrats s'est faite comme ça, avec finalement une coopération directe entre la commission qui en assurait la direction et la mise en œuvre aussi, parce qu'il faut toujours quelqu'un pour écrire et pour en assurer le fonctionnement, mais en équipe commune, avec des collègues expérimentés des États membres et en rapportant à l'ensemble des États membres dans une structure totalement ad hoc pour ceci. Et en termes de financement, on avait un mécanisme d'urgence qui permettait le financement de ce genre personne n'avait pensé à des vaccins au moment où ça avait été créé, mais qui a permis finalement l'achat et la signature des premiers contrats et le paiement des premières avances, instrument qui a été abondé au fur et à mesure de l'achat des doses et de la nécessité d'avoir davantage de doses par les États membres en ajoutant finalement leur contribution. Et un mécanisme de répartition qui a également été accordé entre l'ensemble des participants et mis en œuvre. Et je pense que c'est un assez bon exemple d'une mise en place. Ça s'est passé vraiment en quelques semaines. Ça a été extrêmement rapide pour pouvoir servir les intérêts de tous, tirer profit des expériences et de la compétence qui étaient dans les États membres et au sein de la Commission et arriver à un résultat que finalement, après l'impatience des premières semaines où on aurait voulu que la production ait déjà été faite et que tout le monde puisse être vacciné du jour au lendemain, mais passé cette impatience-là, je crois qu'aujourd'hui tout le monde reconnaît que ça a permis d'avoir un accès de tous à la vaccination. Après, le bricolage, c'est très bien pour gérer la crise et je crois que ça a bien fonctionné. Il est évident qu'il faut en tirer les leçons
à terme, et les leçons, je crois que c'est ce qu'on est en train de faire avec la mise en place d'ERA, donc d'une nouvelle structure plus permanente de suivi de la préparation et de la capacité à réagir à de futures crises sanitaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec le renforcement du cadre juridique en matière de santé publique, on prend toute la mesure et toutes les leçons de ce bricolage qui finalement nous a permis de passer cette phase difficile. Merci. Merci à vous. Emmanuel Moulin, alors on parlait de bricolage, on a l'impression dans le récit que fait Madame Goer des deux exemples qu'elle évoquait que la coordination finalement s'est faite de manière assez naturelle. Est-ce qu'il y a eu tout de même des points qui ont été relativement conflictuels dans cette négociation au niveau économique? J'imagine qu'au niveau de la négociation des plans de relance, de la distribution des aides, voilà, c'est évidemment pas facile d'aligner tous les intérêts des États membres. Est-ce que, par exemple, cette coordination a été conflictuelle sur certains points en particulier ou finalement ça s'est fait assez naturellement? Non, il y a eu effectivement quelques nuits blanches, quelques difficultés, quelques débats. Je pense que ce qu'a dit Céline sur la vaccination s'applique très bien aussi à la réponse économique auquel Céline a aussi beaucoup participé, notamment dans l'élaboration de la facilité pour la relance et pour la résilience, et de Next Generation EU. Parce que on a d'abord réagi de manière nationale avec quelques instruments européens comme SURE, qui est un dispositif d'appui au système d'assurance chômage, comme des systèmes de garantie de la BEI, mais qui ont mis un peu de temps à se mettre en place. Donc on a d'abord eu des réactions nationales qui ont été rendues possibles par la flexibilité que nous a donnée la Commission sur les aides d'État et sur les règles budgétaires, et puis aussi par la politique qui a été menée par la BCE. Mais on a bien vu très vite les limites de ces approches nationales. Pourquoi ? Parce que d'abord, tous les pays n'étaient pas touchés de la même manière au départ. En fait, cette pandémie, elle a beaucoup touché des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne. D'autres étaient moins touchés, dans la première vague en tout cas. Deuxièmement, les secteurs qui étaient affectés n'étaient pas tous les mêmes. Et dans des pays où il y avait, par exemple, une part des services très importante par rapport à l'industrie, une part du tourisme très importante, ils étaient plus touchés que d'autres. Troisièmement, tous les pays n'avaient pas les mêmes possibilités d'action budgétaire. Donc l'espace budgétaire n'était pas le même dans tous les pays. Certains pays avaient beaucoup de dettes, d'autres moins. Et puis, il y avait un grand risque pour le marché intérieur. Parce qu'en fait, on avait libéré les règles sur les aides d'État et vous aviez un risque que certains pays puissent très fortement aider leurs entreprises à traverser la crise et d'autres beaucoup moins parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et donc, tout ça imposait si on voulait préserver l'Europe, et franchement, il y avait un vrai risque pour l'unité européenne. Je vous rappelle quand même les tensions qu'on pouvait avoir entre certains pays sur la réponse à la crise, certains pays considérant qu'ils étaient abandonnés. Quand l'Italie a été particulièrement touchée au mois de mars 2020, elle a eu le sentiment qu'elle était seule à traiter la crise. Et souvenez-vous que la Chine envoyait des masques avec dons chinois et que l'Europe n'était pas encore en mesure d'aider l'Italie. Et je pense que tout ça a fait naître donc ce projet Next Generation EU avec un endettement commun qui a été rendu possible parce qu'il y avait eu beaucoup de travaux qui avaient été faits, notamment sur le budget commun de la zone euro, etc. Donc on avait beaucoup travaillé en France, en Allemagne, en franco-allemand avec la Commission pour essayer d'élaborer un instrument de réponse budgétaire de crise qui était évidemment pas destiné à répondre à cette crise-là. Mais enfin, et donc il y a eu des travaux qui ont été faits, mais évidemment c'est pas passé comme une lettre à la poste. Il y a eu des débats très violents entre les États membres sur le fait de se demander est-ce qu'on n'est pas en train de créer de l'aléa moral, est-ce qu'on n'est pas en train de subventionner des mauvaises politiques. La grande différence, je pense, avec la crise de 2008, ça n'avait pas été possible en 2008 parce que il était facile de dire que certains États membres avaient mal géré leur économie et que donc ce qui leur arrivait était un peu de leur propre fait. Là, c'était impossible de dire
qu'un pays était responsable du fait qu'il était plus affecté par la pandémie qu'un autre. Et donc ça a permis, je pense, cette réponse européenne qui a été très forte, qui est une réponse qui n'est pas permanente, qui est provisoire, avec un instrument qui sert à financer les plans de relance, avec aussi la prise de conscience que ces plans de relance, ils doivent aider à mieux préparer l'économie européenne à la transition digitale, à la transition environnementale, etc. Mais je pense que le contexte particulier de la crise nous a permis de faire ce saut qui a été très difficile, parce qu'il y a eu des débats très, très violents entre les États membres. Il y a eu des conseils européens qui ont duré 4 ou 5 jours, des nuits blanches, des pays qui ne voulaient pas signer, puis qui finalement s'y sont ralliés. Donc ça n'a pas été un chemin de rose comme les vaccins d'ailleurs, etc. Mais à la fin, on y est arrivé. Geert Burkert, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce que vous avez entendu? Oui, évidemment, et je veux juste ajouter, parce que je suis en total accord avec Céline et Emmanuel, je pense que, vous savez, du point de vue coordination, il y a 3 mécanismes, l'hierarchie, le marché et les réseaux. Et on voit clairement que l'État est là, de nouveau, l'État fort qui dirige et qui est en charge, qui est in control, qui est en charge de ça. Aussi au niveau européen. Je pense que les pays fédéraux ont eu un peu de tension entre les régions et le central. Là, c'est une chose qui est assez typique. Bon, on l'a vu en Allemagne, aussi en Belgique, en partie en Italie. Ça, c'est une chose. Pour les États, on voit aussi un conflit entre les parlements et l'exécutif. Quel est le cadre légal? Parce qu'il faut quand même, quand on prend toutes ces mesures, c'est pas seulement le privacy, c'est aussi en fait les libertés qu'on a. Et donc de ce point de vue, je pense que on n'avait pas tous des législations de crise qu'il fallait pour cela. Et donc ça, c'était une tension entre l'exécutif et le législatif. La deuxième chose, c'est les marchés pour la production des vaccins. Là, c'était évident, il y avait des tensions entre public et privé et entre privés, et comment gérer cela pour être le premier, pour être approuvé et tout cela. Donc, voilà. Et la troisième chose, c'est les réseaux. Et là, le niveau local est très important pour pas produire le vaccin, mais pour vacciner, c'est autre chose. Tout le programme de vacciner, comment organiser massivement la vaccination, là, le niveau central n'avait pas l'habitude d'impliquer les volontaires, les communautés et tout le niveau, le réseau social local, aussi pour la communication, pour avoir accès à toutes les groupes cibles qui étaient un peu détachés de la société. Comment le faire? Et donc, toute cette tension était présente. Il fallait créer un langage, un narratif qui est, n'est-ce pas, l'union fait la force, c'est la devise belge, mais c'est aussi la devise européenne, n'est-ce pas? Et donc il fallait, l'union fait la force, et il faut ça, et les conflits étaient là, évidemment, mais les conclusions sont que l'État est de nouveau là, que les marchés ont fait ce qu'il fallait faire, mais sous la tutelle du public, de l'Europe, n'est-ce pas, et que les réseaux, le niveau local est essentiel. À vous, Paris. Merci beaucoup pour cette intervention. On va prendre peut-être une première salve de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Liées à la perception par les entreprises des différents plans de relance. Et nous avons accompagné beaucoup d'entreprises sur l'ensemble de ces problématiques. Et en France, il y a eu un premier niveau extrêmement simple, extrêmement facile pour les entreprises, qui était évidemment tous les dispositifs de soutien. Là, on pouvait très rapidement toucher des aides. Il y a eu un deuxième dispositif un petit peu plus complexe, mais très accessible, parce que les services de l'État ont vraiment essayé de simplifier les dispositifs qui étaient l'ensemble des aides à la réindustrialisation ou à la décarbonation via l'ADEME ou la BPI.
Et après, il y a un dispositif d'investissement d'avenir, notamment en passant par le PIA 4, qui pour le coup crée un petit peu plus d'incertitude ou d'incompréhension du côté des entreprises, parce qu'elles ont du mal à comprendre en fait comment accéder à ce type de crédit, soit parce que les objets sont assez complexes, soit parce qu'ils partent sur des très gros consortiums comme des usines de batteries à hydrogène pour des grosses entreprises. Et donc, moi, j'avais deux questions. Première question, c'est quelle a été la perception des acteurs économiques et des entreprises dans les différents pays sur les objets des plans de relance, des différents plans de relance en Europe? Et ensuite, une question peut-être plus précise pour Emmanuel Moulin en France. Demain, est-ce que cette complexité liée aux investissements d'avenir, dans le cadre de la préparation d'un nouveau grand plan d'investissement, peut pas entraîner une évolution du portage et de la mise en œuvre de ces dispositifs pour les simplifier pour les entreprises? Est-ce que vous voulez répondre, Emmanuel Moulin? Alors, je pense que, en fait, le constat que vous faites, il n'est pas très étonnant, en ce sens que les dispositifs d'urgence, ils sont là pour gérer l'urgence, ils doivent décaisser vite. Et donc, on a fait des dispositifs simples, rapides, parfois avec des effets d'aubaine, hein, il faut l'admettre. Hein. Mais il était important de pouvoir décaisser vite parce que c'est une question de vie ou de mort pour les entreprises. Leur chiffre d'affaires s'écroulait, il fallait bien que quelqu'un prenne le relais. Donc ça, on l'a fait de manière très rapide. Certains dispositifs du plan de relance sont effectivement des dispositifs qui sont faciles d'accès, qui avaient pour objet vraiment la relance de l'activité. Et donc la numérisation pour traiter des problèmes concrets, la numérisation des entreprises, la réindustrialisation, également, par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments, avec des dispositifs comme MaPrimeRénov', par exemple, qui fonctionnent très bien et qui permet d'avoir aux entreprises du bâtiment d'avoir de l'activité. Donc ça, c'est de la relance, et ce qui nous permet d'avoir une croissance qui repart fort. Et puis, il y a des dispositifs qui sont des dispositifs plus de long terme. Et ça, on prépare l'avenir, mais on prépare l'avenir au-delà de la relance. C'est-à-dire, la relance, c'est maintenant, l'année prochaine, les quelques années à venir. Les dispositifs, je dirais, du PIA, c'est des dispositifs qui sont pour préparer l'avenir sur des grandes problématiques, type l'hydrogène, les batteries. Et évidemment, l'instruction de ce type de choses est quand même plus complexe. Alors, là-dessus, vous avez deux façons de le faire. Il y a soit des orientations peut-être sectorielles un peu top-down et qui s'adressent plutôt à des gros acteurs la plupart du temps, hein, que ce soit sur l'hydrogène, sur les batteries électriques, etc. Et puis, vous pouvez avoir des choses qui sont plus bottom-up. Et là, c'est peut-être une réflexion qu'on doit avoir, nous aussi, dans le cadre de la préparation de notre plan d'investissement, d'avoir des dispositifs qui permettent à des acteurs qui ne sont pas des acteurs installés, qui sont des acteurs plus disruptifs, de pouvoir accéder à des aides à l'innovation, à des aides à l'innovation de rupture. Et ça, en matière de gouvernance, effectivement, vous avez raison qu'on doit avoir un système qui est assez simple, mais qui en même temps contrôle quand même l'argent qui est utilisé. Est-ce que les intervenants à distance veulent répondre? J'imagine que peut-être Céline Gower, vous avez peut-être une réponse sur la première question. Oui, merci beaucoup. Je pense sur ce qu'on a vu dans la plupart des plans est un double souci en ce qui concerne les entreprises. Le premier, c'est de les soutenir dans la transition, et effectivement la distinction gestion de crise où il s'agissait d'assurer la liquidité était une chose, ça n'était pas l'objet des plans de relance européens très clairement. Donc soutenir dans la transition, soutenir dans la digitalisation, dans la décarbonisation. On a pas mal de plans dans lesquels l'enjeu, en particulier de mobilité et de transition pour les entreprises dans le secteur automobile vers une mobilité propre était un élément clé. Et les plans de relance ont été utilisés pour ce type de politique industrielle en fait.
pour vraiment amener les entreprises dans cette transition. Un autre point très très fort de l'ensemble des plans était d'avoir une meilleure adéquation dans les formations et l'éducation avec les besoins des entreprises. Et donc tout ceci a été consulté avec les entreprises pour vraiment répondre à leurs besoins. Mais de la même manière que pour le plan français, l'essentiel était de viser la qualité de ce qui allait être fait comme mesure. Et le deuxième souci très très important était de ne pas substituer de l'investissement public à de l'investissement privé. Et d'avoir une approche très rigoureuse sur ce qui peut être financé par le marché. Ça n'est pas nécessaire et pas souhaitable d'aller mettre de l'investissement public à la place, simplement parce que des besoins globaux d'investissement sont considérables. Si on parle de la transition climatique, c'est évident que même avec les plans de relance ambitieux, on est loin du compte et qu'il reste un gap d'investissement très très important. Donc on aura besoin de l'ensemble des investissements, ne pas se substituer. Et c'est pour ça que vous allez trouver dans le digital, par exemple, beaucoup d'investissements dans la digitalisation des administrations, des systèmes de justice, de la formation, qui sont des choses pour lesquelles le secteur privé agit un peu, mais relativement peu, et assez peu dans la connectivité, où là, par contre, on voit qu'il y a un marché et il y a une possibilité d'investissement. Et ça a été, en tout cas, de ce qu'on en a vu dans nos échanges, qui vont continuer maintenant dans la mise en œuvre, très apprécié des entreprises qui ne souhaitaient pas qu'on substitue du public et du privé. Ça n'aurait eu aucun sens. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Et du coup, j'enchaîne sur une autre question qui est posée par quelqu'un par Zoom, mais qui rebondira un petit peu sur ce que vous dites. Évidemment, on voit que donc le plan de relance se décline dans certains grands secteurs et on imagine que donc il y a eu beaucoup de négociations avec les autres ministères qu'on appelle souvent techniques. De quelle manière ont été impliqués justement ces ministères? Est-ce que c'était du coup la porte ouverte à toutes les demandes et il a fallu les restreindre, ou comment se sont passées les négociations? Bon, non. Bien évidemment, les autres ministères ont été impliqués. Et ça s'est passé. Je pense que les choses se sont passées en 3 temps. C'est-à-dire qu'on a un premier temps où, au ministère des Finances, on a fait une analyse de la situation. On a fait une analyse des besoins et on avait d'abord une analyse de l'enveloppe qui serait nécessaire. À l'époque, on a conçu le plan de relance. On disait que la perte de PIB, en quelque sorte, liée à la crise, serait de l'ordre de 4 points de PIB à peu près. Bon, ça sera moins, en fait, in fine. Mais c'était à peu près l'ordre de grandeur qu'on avait. 4 points de PIB, ça fait une centaine de milliards. Donc, on a, je dirais, conçu l'enveloppe du plan autour de cette centaine de milliards pour justement compenser la perte de PIB qu'on aurait liée à la crise. Deuxièmement, on a fait une analyse de quels allaient être les grands défis post-crise. Donc, les grands défis, c'est évidemment la transition énergétique. C'est évidemment la transition digitale. C'est aussi les réallocations de facteurs liés à la crise, puisque certains secteurs étaient particulièrement affectés, et donc il y aurait des changements de travail, des changements d'investissement, des actifs qui pourraient être des actifs échoués, etc. Et donc il fallait encourager les conversions, encourager les réallocations d'actifs, et donc il fallait qu'on ait une part importante du plan qui soit liée à la formation, et à cette adaptation au monde post-crise. Et donc, à partir de là, on a fixé des grandes orientations, et puis on a évidemment fait tout un travail interministériel pour recueillir les propositions des ministères. Et là, on a joué un rôle de filtre, d'abord en tenant compte des premières indications qu'on pouvait avoir de la part de la Commission sur ce qui serait finançable par la facilité de relance et de résilience, parce que par Next Generation EU, parce que en fait, nous on a un plan de 100 milliards, mais 40 milliards est financé par l'Union européenne, et donc il y avait des critères assez stricts qui ont été d'ailleurs
précisé au fur et à mesure que nous, on avançait. Deuxièmement, il ne fallait pas que ça soit de la dépense courante. En gros, il ne s'agissait pas de combler les budgets des ministères ou de les abonder, mais d'avoir vraiment des choses qui étaient additionnelles et qui étaient centrées aussi sur l'investissement et sur l'offre. Et donc, on avait considéré que la réponse d'urgence, elle avait permis de maintenir les entreprises, mais aussi de soutenir la demande en soutenant les salaires grâce à l'activité partielle, en maintenant le revenu disponible des ménages, et que le plan de relance, il devait être essentiellement consacré à l'offre. Et puis le troisième plan, le troisième élément, c'est dans la mise en œuvre, où on a mis en place donc un secrétariat général à la relance et qui donc s'assure de la mise en œuvre effective du plan de relance tel qu'il a été conçu. Et puis nous, on a assuré aussi l'interface et la préparation du PNRR avec la Commission européenne et l'interface entre les ministères et la Commission européenne pour la préparation de notre PNRR. Geert Boeckert, est-ce que vous souhaiteriez réagir à ce qui vient d'être dit, si possible très brièvement, avant qu'on entame la seconde partie de... Je pense en tout cas que la réponse ou la capacité de répondre dépendait aussi de la force de nos systèmes de sécurité sociale, qui avaient quand même une capacité. Il y a des pays qui étaient un peu plus forts. Donc le chômage technique, par exemple, comme technique pour sécuriser les revenus des familles et voilà, ça c'est important. Puis la deuxième chose, c'est pas seulement le digital, c'est aussi l'écologie. Le Green Deal est très important dans les investissements, mais je pense aussi pour la question de monsieur sur les entreprises, aussi de réduire un peu cette dépendance globale de l'Europe et de dire, bon, il faut aussi soutenir l'économie locale et qu'on a vu une sorte de remonte des économies locales pour encourager les gens d'acheter local et de soutenir cela. Je pense que ça a aussi renversé un peu l'esprit économique. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter là-bas. Merci beaucoup. Donc, on va entamer du coup la seconde partie de la table ronde, et nous allons nous tourner vers l'avenir, évidemment, en posant la question des leçons à retirer de cette crise. Évidemment, on voit bien que les plans de relance vont à contre-courant de ce qui a existé depuis une vingtaine d'années en termes de finances publiques. Et on se demandera évidemment s'il y a eu un impact finalement sur la culture administrative des ministères économiques et financiers. Donc peut-être juste pour commencer, est-ce que une question extrêmement basique que j'aimerais adresser à Céline Gower, est-ce que quelles leçons vous retirez finalement de cette crise sanitaire sur le plan administratif, non pas tant sur le plan économique ou financier, mais plutôt sur la coordination entre les différents acteurs impliqués dans la résolution de la crise sanitaire et de ses effets socio-économiques? Merci. Sur le plan administratif, je crois qu'on a vu un petit peu en miroir se passer la même évolution au niveau national et au sein de la Commission dans les négociations de ces plans de relance. Ce qu'on a vu, c'est que le côté très, très pluridisciplinaire que j'évoquais au début a donné lieu à un exercice de coordination interministérielle très forte pour la préparation des plans que rappelait Emmanuel, mais a également donné lieu de notre part pour la négociation à ce même effort de coordination et de mise en cohérence de l'ensemble des interventions publiques, tant en termes de réforme, parce que c'est quand même la grande innovation de ce plan de relance européen, c'est qu'il comporte non seulement des investissements et de la dépense, des investissements, mais également des réformes
qui sont très souvent assez profondes. Et donc cette mise en cohérence et cette multidisciplinarité a changé la manière dont on est organisé par la création même de la task force que je dirige. Et ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à voir, et une leçon qu'on a conservé pour la coordination des politiques économiques dans l'avenir. Donc, on a le semestre européen qui était qui reste le cadre de coordination des politiques économiques nationales dans tous les domaines, y compris le domaine social ou le domaine de la santé. Et cet instrument-là, après la négociation des plans de relance, va devenir beaucoup plus ciblé et beaucoup plus détaillé en fait sur l'identification des besoins de réforme et des besoins d'investissement. Donc la leçon qu'on en tire est vraiment une pluridisciplinarité beaucoup plus grande dans la manière de gérer la politique économique au niveau européen. Et juste pour rebondir sur, vous disiez, un changement de perspective radicale sur les finances publiques ou sur la politique économique, je pense qu'il faut pas exagérer non plus. On a réagi à la crise, on a pris les mesures qui étaient nécessaires, nos règles le permettaient, la clause d'échappatoire du pacte de stabilité était là pour être utilisée, elle l'a été. Ceci étant, si vous regardez par exemple le plan français, il y a une grande responsabilité dans la trajectoire budgétaire dans les années à venir, qui est même entérinée dans le plan. Donc je pense que c'est oui une réponse sans précédent, mais ça ne veut pas dire du jour au lendemain que les règles n'ont plus de sens. Merci. Donc on comprend une pause plutôt pragmatique dans les normes européennes et nationales du coup. Est-ce que c'est donc un constat que vous partagez, Emmanuel Moulin, et plus généralement, est-ce que vous tirez vous des leçons particulières sur la gestion, par exemple, de la direction du Trésor que vous avez eu à gérer pendant la crise en termes administratifs? Est-ce que vous tirez des leçons particulières? Alors, juste sur la culture économique, je pense pas que ça change fondamentalement la culture économique. Je pense que ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu une réponse pragmatique. On a suspendu les règles quand il fallait les suspendre, mais on s'inscrit toujours dans des trajectoires qui sont des trajectoires de soutenabilité de la dette. Et donc, et d'ailleurs, c'est d'autant plus important qu'on fera face à des nouvelles crises. Et donc, faut réarmer l'arme budgétaire. Faut la réarmer pour faire face à des nouvelles crises. Donc aujourd'hui, on a effectivement beaucoup dépensé. Nous, on avait un principe de quoi qu'il en coûte pour soutenir l'économie. On y a mis fin. Là, on y a mis fin. On retire progressivement les aides. Il faut le faire de manière progressive parce que la situation n'est pas complètement stabilisée. La situation sanitaire, elle peut avoir des renversements, donc il faut être agile, mais on est quand même dans une situation où on veut normaliser la situation tout en prenant en compte le fait qu'on a des besoins d'investissement qui sont extrêmement importants. Et donc pour financer ces besoins d'investissement, il faudra aussi faire des réformes, et on en a certaines dans notre plan de relance et de résilience. On a la réforme de l'assurance chômage, on a un certain nombre de réformes qui sont mises dans ce plan. Sur les modalités de travail de la Direction générale du Trésor, ce qui a été frappant pour nous, c'est en matière, nous on fait beaucoup de prévisions économiques, de conjoncture économique, et évidemment toutes nos boussoles étaient déréglées. Puisque les enquêtes de conjoncture auprès des entreprises, des ménages, etc., ne signifient... D'abord, la plupart du temps, on n'avait pas de réponse. Et puis, au début de la crise, puisque évidemment, l'économie était arrêtée. Et donc, il a fallu qu'on invente de nouvelles manières de faire de la prévision économique. On a utilisé beaucoup de nouvelles données, notamment des données à haute fréquence. On a utilisé des données venant du secteur privé, que ce soit les données de cartes bancaires, par exemple, que ce soit des données qu'on récolte sur Internet, de mobilité, des données sur les mots-clés qui sont utilisés dans les moteurs de recherche. Et puis, il y a eu un autre aspect qui était très important pour nous, c'est que on a commencé à faire de l'épidémiologie, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Puisqu'évidemment, nos prévisions économiques étaient ultra dépendantes des modèles d'évolution de la pandémie.
Et donc, on a beaucoup travaillé avec l'Institut Pasteur, avec des professeurs, on avait régulièrement des échanges avec le professeur Arnaud Fontanet pour bien comprendre l'évolution de la pandémie, pour bien comprendre les données épidémiologiques, et puis aussi pour prendre en compte notamment les livraisons de vaccins, le cadencement des livraisons de vaccins, pour pouvoir faire une prévision économique qui se tienne. Et je pense que ça a été une grande révolution, d'ailleurs extrêmement stimulante pour les équipes, extrêmement stimulante de pouvoir réfléchir à comment faire de la prévision économique quand tous vos instruments sont déréglés. Donc, et puis, on a eu aussi, évidemment, une volonté de toutes les équipes qui étaient en télétravail. Donc, c'était plus compliqué, évidemment, de travailler, mais un très fort engagement de toutes les équipes pour venir en soutien des entreprises, pour réfléchir à des modalités nouvelles d'intervention. Les prêts garantis par l'État, par exemple, on les a montés en à peine une semaine, donc avec la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Et puis, notre souci, ça a été aussi d'être énormément à l'écoute des acteurs de l'économie, des économistes, des fédérations professionnelles, des syndicats, pour pouvoir ajuster à chaque fois notre réponse à la réalité économique telle que nous la sentions. Geert Boeckert, vous voulez peut-être réagir, vous qui connaissez très bien les cultures administratives nationales, est-ce que vous avez des exemples? Là, on a beaucoup parlé de la culture administrative européenne et puis française, voire même très localisée dans un coin du ministère français. Est-ce que vous avez d'autres exemples où ça a été peut-être vécu différemment, cette crise sanitaire? C'est-à-dire, je pense qu'il y a deux leçons vraiment clés pour l'Europe et peut-être pour l'Occident, peut-être pour le monde au-delà, et sûrement aussi pour la France. C'est la première chose, c'est il faut changer de paradigme parce qu'on a un système à présent comme culture administrative, on a la routine, puis il y a une crise qu'il faut gérer et puis on retourne à la normalité, puis il y a une nouvelle crise. Voilà, il y a une sorte de séquence de normalité, crise. Je pense qu'il faut vraiment un changement copernique de nos systèmes pour dire que c'est pas une séquence à présent, à partir de maintenant, ce sera en permanence, chroniquement simultané. Il faut avoir une couche pour délivrer les services aux citoyens. Et puis, en permanence, il faut en même temps une sorte de gestion de crise parce qu'il n'y a pas seulement 2008, la crise financière. Au Japon, il y avait Fukushima en 2011. On a eu la pandémie 2020. On a eu les inondations cette année. En Allemagne, en Belgique, partout, chez vous aussi, les grands incendies. Donc, il faut gérer, il faut remanier le système, concevoir le système, d'avoir une gérance des crises en permanence. Ça, c'est la première. Deuxième leçon, c'est, et j'ai pas entendu le mot, les ODD, les objectifs de développement durable. Je pense vraiment qu'il faut changer de culture pour dire c'est pas seulement l'économie et l'écologie et le social. Il faut en fait les 17 ODD, de Sustainable Development Goals. Les 17 ODD. Si on avait déjà réalisé cela, alors la chance d'avoir une crise est moins grave. Et si on a une crise, l'impact est moins grave. Et donc je pense vraiment qu'il faut transformer tout le système, y inclut le budget, la conception du budget pour réaliser, on a encore jusqu'à 2030, 9 ans, n'est-ce pas, pour essayer de réaliser les ODD. Et donc, en même temps, quand on fait ça, il y a un renforcement de notre système. Ce sont deux leçons qu'il faut réaliser. J'ai vu, en France, parce que vous me posez la question, on n'est pas des champions vraiment en Europe pour marier les ODD dans la philosophie et la culture et le système administratif. En France, quand on voit le website des ODD, mais c'est tout à fait scindé de la réalité. Soyons clairs, c'est scindé de la gestion des crises en général et de la routine des services. Ça, je pense qu'il faut changer urgemment. Merci.
que vous souhaitez réagir ou moi j'avais une question de rebond pour Geert Boeckert. Est-ce que vous souhaitez réagir? Oui. Mais j'avais une question du coup. Est-ce que vous identifiez dans ce que vous évoquez, on a l'impression que du coup évidemment les objectifs environnementaux deviennent extrêmement importants. Est-ce que vous identifiez des pays où justement le ministère de l'économie et des finances est sorti, bon évidemment on n'est pas encore sorti de la crise, mais a été relativisé finalement dans le poids qu'il a dans l'État. On sait que on est dans un pays où le ministère de l'économie et des finances a un rôle très important à l'interministériel, mais on pourrait penser que finalement, au sortir de cette crise, peut-être dans certains pays, d'autres ministères ont une influence qui est sortie grandissante par rapport au ministère de l'économie et des finances. Est-ce que c'est quelque chose que vous identifiez dans certains pays, Geert Boeckert? C'est-à-dire, quand on étudie l'OCDE, les pays de l'OCDE, parce que c'est ça nos points de repère, on voit quand même que les pays qui ont des budgets de performance, et heureusement la France a aussi fait de grands efforts pour être un peu plus dans ce sens-là. Si on fait le lien entre la performance des ministères et des agences et ce qu'on veut réaliser, ça facilite les choses. Mais on doit avouer qu'il y a un grand chemin à aller. On voit dans les pays scandinaves quand même une vision plus horizontale plutôt que verticale et donc les silos qui sont scindés des autres départements ou ministères quand même. Merci beaucoup. Oui, j'avais peut-être une petite remarque sur les objectifs du développement durable. Je pense que peut-être on peut certainement faire mieux, mais je pense que la question du réchauffement climatique et de la transition énergétique, elle est aujourd'hui extrêmement intégrée dans les ministères économiques et financiers, et en particulier en France. On a été la première agence de la dette à émettre des obligations vertes dès avant 2017, en 2016. On a un budget vert, désormais. Nous avons tout un plan de verdissement de notre politique de financement export, et notamment avec la fin du financement export, évidemment du charbon, mais aussi des énergies fossiles et puis à terme du gaz. Nous avons également intégré, enfin, nous sommes également extrêmement mobilisés sur tout ce qui est finance durable, parce qu'on sait bien que il n'y a pas que l'État qui pourra financer la transition énergétique, c'est évidemment le financement privé, donc il faut orienter le financement privé vers la transition énergétique. Donc je crois qu'on essaye quand même d'intégrer fortement une partie, en tout cas, de ces objectifs du développement durable dans notre action quotidienne au ministère des Finances. Merci beaucoup. On va prendre du coup une dernière salve de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Philippe Bézès, CNRS Sciences Po. Moi, je voulais vous pousser à nouveau sur cette question quand même des finances publiques, aussi bien vous que Madame Goer, c'est-à-dire toute l'armature qui a été construite à la suite de la crise 2008 et avant, les six-pack, two-pack, etc., ont quand même été... Alors certes, ça a été effectivement considéré comme un moment d'exception, mais est-ce que ça ne va pas plus loin que cela ? C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que la place de la politique budgétaire dans vos réflexions macroéconomiques est-elle changée ? La manière de la penser, de la concevoir, de la mesurer évolue-t-elle ? Et particulièrement, comme on met énormément l'accent maintenant sur les dépenses d'investissement, est-ce qu'on est en train d'avoir finalement une lecture à deux vitesses, j'allais dire, des dépenses, avec d'un côté ce qu'on range dans les dépenses d'investissement, et on sait qu'il y a beaucoup de débats sur ce qu'on met dedans ou pas, parce que vous avez utilisé le terme tout à l'heure d'effet d'aubaine, ça peut aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises dedans, et les dépenses qui seraient normales, pour lesquelles on continuerait à appliquer peut-être les critères anciens. Donc voilà. Et ma deuxième question, c'est... Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la relation entre la Direction générale du Trésor et la Direction du budget ? Là, c'est particulièrement pour vous, dans ce moment. C'est-à-dire, la Direction du budget a été chargée de la mise en œuvre. On a créé des missions LOLF spéciales.
voilà, comment avez-vous développé cette relation? Peut-être vous voulez répondre en premier. Oui, je vais puis on répondre donnera la parole rapidement. à Madame Gower. Bon, sur les règles budgétaires, on a vécu sous un régime d'exception, donc ça c'est clair, et je pense qu'on a fait preuve d'un grand pragmatisme en mettant en place la clause d'exception générale. Après, est-ce qu'on va revenir aux règles budgétaires d'avant, après la crise? Nous ne le pensons pas. Nous pensons qu'il y a certaines règles qui doivent être adaptées. D'abord, elles avaient quelques défauts auparavant parce qu'elles étaient extrêmement complexes. Elles reposent sur des indicateurs qui sont difficiles à calculer, notamment tout ce qui est output gap, croissance potentielle, etc. Et puis surtout, on est dans une situation qui aujourd'hui est très différente d'avant la crise, avec une grande dispersion des situations nationales, avec des pays qui sortiront de la crise avec 60 ou 70% de dette sur PIB, et d'autres qui sont à 160 voire plus. Et donc, il va falloir qu'on voit de quelle manière on traite cela, en particulier au regard de la règle d'endettement qui prévoit une diminution du ratio dette sur PIB d'un 20e de l'écart à 60%, et qui aujourd'hui ne peut pas être mise en œuvre sans avoir des politiques qui seraient beaucoup trop austères, et qui doit donc être réfléchie. Ensuite, la soutenabilité de la dette, c'est un élément qu'on doit prendre en compte, c'est-à-dire qu'avec des taux d'intérêt qui sont durablement beaucoup plus bas, évidemment, les seuils de soutenabilité sont différents. Donc la question de savoir si le seuil de dette publique qui doit être l'encre en quelque sorte en matière de dette publique, est-ce que ça doit être 60% ou est-ce que ça peut être plus? On constate qu'en fait on peut avoir une dette soutenable qui est plus élevée. Et puis il y a la question aussi de l'investissement, de savoir est-ce qu'on doit avoir des règles qui protègent davantage l'investissement, à la fois l'investissement vert, mais aussi peut-être les investissements d'avenir. Alors c'est difficile de tracer évidemment la distinction entre des dépenses de capital humain qui peuvent être des dépenses finalement de fonctionnement mais qui sont des dépenses d'investissement dans l'avenir, et puis des dépenses qui sont brick and mortar comme on disait auparavant. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion sur les règles. Notre position, c'est quand même qu'il faut, dans une union économique et monétaire, il faut quand même des règles. Parce que sinon c'est trop facile, on a des comportements de passagers clandestins. Donc il faut des règles, il faut qu'elles soient ancrées dans une analyse économique qui soit bien fondée, il faut qu'elles soient suffisamment flexibles, assez simples, compréhensibles, et qu'elles puissent être mises en œuvre avec une certaine forme de flexibilité pour tenir compte des circonstances, parce qu'évidemment on ne peut pas tout prévoir. Mais voilà je dirais la façon dont on voit les choses. Et effectivement la politique budgétaire, elle est évidemment plus sollicitée dans ces périodes de crise. Et puis il faut aussi que dans les périodes il faut, comme on dit, il vaut mieux réparer son toit quand il fait beau. Madame Gower, est-ce que vous voulez réagir? Oui, merci beaucoup. Trois points. D'abord, les règles. On avait commencé la revue du pacte de stabilité et des règles qui les mettent en œuvre déjà juste avant la pandémie. C'était quelques semaines avant le début de la pandémie. Évidemment, on a activé la clause d'exception et rien n'a bougé depuis. Mais il est clair que c'est un débat qui recommence maintenant et qui va devoir trouver sa place. Sur le souci d'Emmanuel d'avoir des règles plus simples, plus compréhensibles, je le partage énormément. Est-ce qu'on y arrivera? C'est une bonne question. Parce que si les règles sont aussi complexes, c'est pas parce que les propositions que la Commission avait pu faire à l'époque étaient complexes. C'est juste parce que la défiance qui pouvait y avoir de part et d'autre de la table avait donné lieu à cette machinerie qui est effectivement extrêmement compliquée. Mais on essaiera en tout cas, et j'espère qu'on arrivera à simplifier les choses et les rendre plus lisibles et plus compréhensibles. Et dernier point sur les investissements, il y a déjà une politique de traitement des investissements qui est particulière et qui prend en compte la nature de ces investissements, qui date d'une communication de 2015. Et c'est certainement la première des choses à laquelle il va falloir prêter attention. La définition et la manière de le faire sera effectivement à regarder avec soin. C'est une question, et quand Emmanuel disait réarmer l'arme
budgétaire, c'est extrêmement nécessaire, surtout pour les pays comme la France qui sont à un taux de dette très, très, très important par rapport au PIB. Donc, il faut des règles, il faudra les faire le plus simple possible et il faudra prendre en compte le besoin d'investissement pour l'avenir et c'est l'objet du débat qui commence maintenant. Merci. Qu'il y a d'autres questions dans la salle, oui. Oui, bonjour. Alain Tassi, je travaille à la mission de restructuration des entreprises en difficulté, donc à la DGE. J'ai une question, premièrement à M. Moulin et ensuite à M. Bouquet et Mme Goer. Alors, on parle du plan de relance, c'est très bien, puis c'est un instrument assez massif, mais il y a aussi, je trouve, une source à puiser dans le cadre du plan de relance qui est l'épargne des Français. Alors, pour parler premièrement au niveau de la France, on a depuis le premier trimestre de 2020, donc depuis le début de la crise, 267 milliards d'épargne contre 111 attendus hors Covid. Donc, première question pour M. Moulin, est-ce que justement des mesures ont été prises pour orienter l'épargne des Français vers l'économie réelle? Et même question pour les intervenants, Mme Goer et M. Bouquer, donc ce serait plutôt pour le niveau européen. Voilà, merci. Je vous laisse répondre. Merci, c'est une excellente question, parce que je pense que c'est une des grandes inconnues, de savoir comment va évoluer le comportement d'épargne des ménages. Nous, on pense qu'il va y avoir un retour progressif à un taux d'épargne normal en France, qui est de l'ordre de à peu près 15% du revenu disponible brut. Mais donc, comment va être utilisé et à quel rythme va être utilisé le surplus d'épargne? Alors, sur l'orientation, je pense que même avant la crise, notre souci, c'était que cette épargne des ménages, elle puisse être orientée vers des placements longs et vers des placements plutôt destinés aux fonds propres des entreprises. Alors, parce que dans un environnement de taux bas, on ne peut plus avoir le triptyque qu'on avait, sécurité, liquidité, rémunération. Ça, c'était avant. On pouvait avoir des rendements élevés, de l'épargne liquide et de l'épargne dont le capital était garanti. Ça n'existe plus vraiment. Et donc, il faut pouvoir offrir des instruments d'épargne aux ménages pour qu'ils puissent orienter leur épargne vers du financement à long terme. Alors, ça nécessite à la fois un environnement fiscal qui est favorable. Ce sont les réformes qui ont été mises en place en 2017 avec la création notamment du prélèvement forfaitaire unique, de façon à ne pas pénaliser l'épargne orientée vers les entreprises. Deuxièmement, il faut avoir un cadre prudentiel qui soit favorable. Et donc, ça, c'est tout le travail qu'on conduit notamment sur le cadre prudentiel des assurances, sur Solvabilité 2, pour encourager l'investissement en action des assureurs, enfin de l'épargne des Français qui est dans les assurances. Et puis, on a voulu mettre en place des produits d'épargne longs, comme par exemple le plan d'épargne retraite, qui est évidemment un complément à la retraite par répartition, qui n'a pas vocation à s'y substituer, mais à des instruments plus attractifs pour les ménages, pour pouvoir avoir de l'épargne de long terme, avec de la gestion pilotée, avec plus de flexibilité sur l'utilisation. Donc, c'est effectivement un travail important. Et puis, je pense qu'un des éléments aussi qui sera extrêmement important à l'avenir, c'est que les épargnants cherchent du sens dans leur épargne. Ils veulent que leur épargne ait du sens. Et donc, c'est toute la thématique de la finance durable et de pouvoir orienter l'épargne vers des investissements qui soient durables, qui soient socialement responsables. Et donc, c'est tout le débat qu'on a sur la taxonomie, sur l'ESG, sur les critères ESG, etc. Voilà. Madame Goer, est-ce que vous voulez réagir rapidement, si c'est possible, parce que je vois qu'on a un petit peu de retard. Deux mots pour dire que la situation à très haut niveau est la même en Europe, mais si on descend un petit peu plus dans le détail, la situation d'endettement des ménages n'était pas du tout la même d'un État à l'autre, et la solidité des filets de sécurité sociale n'était pas non plus les mêmes dans un État comme dans un autre. Donc c'est pour trouver des tendances globales, il faut creuser un petit peu plus. Les mesures qui sont prises dans les plans eux-mêmes n'adresse pas directement cette question-là, même si l'utilisation d'instruments financiers pour soutenir les entreprises est susceptible indirectement d'avoir une contribution positive. Merci. Merci beaucoup. Geert Bouquer, est-ce que vous voulez avoir le mot de la fin, peut-être un regard un petit peu
résumé sur toute cette table ronde? Est-ce qu'elle vous a inspiré? En tout cas, je suis optimiste d'abord, n'est-ce pas? On a une force, on a utilisé la crise, comme toujours, pour renforcer nos systèmes. Je pense que c'est clair. L'Europe, certainement, s'est renforcée. Je pense aussi que nos États membres, les États sont renforcés, mais aussi les réseaux locaux, les systèmes économiques locaux, je pense. Aussi, le fait, la culture qu'on est très dépendant et qu'il faut gérer quand même un peu plus et penser très européen et pas nationaliste, euronationaliste. Je pense que c'est ça. Et je pense que la croyance dans la capacité des gouvernements de résoudre des problèmes est renforcée. Et ça, c'est la confiance. Je pense qu'on a pu, avec les systèmes, comme Emmanuel disait, nos taux de vaccination est très élevés. Et le fait qu'on a pu le faire en fait, a été un soutien pour la confiance dans nos systèmes. Et je pense qu'on doit tenir cela parce que de ça dépend aussi les investissements et la croyance qu'on peut résoudre les prochaines crises à venir. Merci. Merci beaucoup. Donc, on finira sur cette note positive. On peut vous remercier, Madame, Messieurs, pour la qualité de vos interventions. Et donc, les rencontres internationales de la gestion publique sont donc désormais conclues et on vous remercie toutes et tous d'être venus assister à cette édition. Je tiens personnellement à remercier toutes les équipes de l'IJPDE et de Bercy également qui ont permis à cette conférence d'avoir lieu. Je remercie également tous les intervenants pour la qualité de leur intervention et je vous dis à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.